Vomir n'est pas un péché, nous dira Père Luc au cours d'une messe. Il fut obligé de faire cette mise au point car certaines personnes venaient lui confesser avoir vomi. Ce dimanche-là, il dut nous refaire ce cours de catéchisme en pleine messe, fait inhabituel, pour expliquer à toute l'assemblée ce qu'était un péché. Voler, mentir, tuer. Commettre un adultère était des péchés, dit-il, mais vomir n'en était pas un. Cette révélation de Père Luc me rassura. J'ai réalisé que je n'étais pas la seule à ne pas toujours savoir qu'à raconter aux prêtres lors de ces confessions obligatoires. Puis, j'ai envie de demander au Père Luc s'il était déjà arrivé aux prêtres de penser que certaines personnes n'avaient pas forcément des péchés à confesser tout le temps. De lui dire que dans nos contrées, nous n'avions pas attendu d'être convertis au christianisme pour savoir que voler, tuer, mentir n'étaient pas des comportements à avoir en société. Avant de rencontrer les missionnaires, l'adultère était un préjudice qui donnait lieu à réparation dans notre société. Il était donc possible de rencontrer des gens qui ne volaient ni ne mentaient tout le temps, ne détournaient pas les femmes des autres et ne tuaient pas. Les obliger à venir confesser des péchés qu'ils n'avaient pas forcément commis devenait donc source d'affabulation, de mensonges. Mais il n'était pas possible d'échanger avec un prêtre pendant une messe et de toutes les façons, mon niveau en français ne me permettait pas d'avoir un échange avec lui sur un sujet qu'il semblait maîtriser mieux que moi. Si vous êtes venu confesser avoir vomi, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'est un péché. Par conséquent, je vais vous redire ce que c'est, afin qu'à la prochaine confession, vous ne fassiez plus d'erreurs. Tel semblait être le raisonnement du Père Luc. Il ne pouvait, dans ces conditions, envisager que dans ce village, certaines personnes pouvaient parfois ne pas commettre de péché, tout simplement. Si le clergé l'avait envisagé, il aurait proposé de confesser uniquement ceux qui le souhaitaient au lieu de convoquer tout le monde selon un calendrier fixé par l'Église. Qu'il n'y ait pas de pécheurs dans ce village était impensable et pour nous et pour le clergé. Tous les dimanches, cette prière dite par toute l'assemblée nous rappelait notre condition de perpétuel pécheur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Le célébrant reprenait la parole et disait que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et toute l'assemblée répondait « Amen ». On ne pouvait pas, après avoir dit cela volontairement, chaque dimanche imaginer n'avoir aucun péché à confesser. Si nécessaire, il fallait en inventer. Nos confessions débutaient conformément à ce qui nous avait été enseigné de la manière suivante. « Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. Je ne me suis pas confessé depuis X temps. » Avant donc d'énumérer nos péchés, nous déclarions d'abord avoir péché, et le premier de nos péchés était de n'être pas venu nous confesser depuis la dernière confession programmée par l'Église. Après cette déclaration, nous énumérions nos péchés. J'ai vomi, j'ai toussé, j'ai ronflé. Puis, en fonction des péchés confessés, le prêtre nous disait quelle prière faire. Il nous bénissait, puis nous allions dans un coin de l'église faire les prières demandées avant de rentrer chez nous. Nous étions donc des pécheurs, de toutes les façons. Père Luc était dans son rôle en nous le rappelant. Il n'y avait pas de discussion à avoir à ce sujet et personne n'eut à redire. Nous l'écoutâmes religieusement, gardâmes nos observations pour nous. À l'école, au catéchisme et à la messe, on ne parlait que pour réciter des leçons et pour donner des réponses aux questions apprises par cœur, mais rarement pour exprimer une opinion ou demander une explication. Comme tous les dimanches, Père Luc nous laissa aller dans la paix du Christ et en cœur, nous rendîmes grâce à Dieu. Un jour, on vit arriver des volontaires du corps de la paix à Migou. Ils étaient américains. Leur principale mission était d'aider les populations à développer la pisciculture. On ne pouvait pas
dire que leur français était tordu, mais quasi inexistant. Comme mes grands-parents illettrés, ils se débrouillaient comme ils pouvaient pour communiquer avec les gens en français. Pour ceux d'entre nous qui n'avaient jamais été confrontés à une telle situation, il nous était donné de réaliser qu'il était possible d'être blanc et mal s'exprimer en français. Cette langue n'était finalement pas une langue à part, mais une parmi tant d'autres que beaucoup d'humains, pas uniquement noirs, ne maîtrisaient pas. Malgré ces quelques faits tendant à démontrer que le français n'était qu'une langue parmi d'autres, elle conserve encore une place de choix dans la construction de nos identités. Les ressortissants du Gabon sont gabonais. C'est ce mot que nous utilisons pour dire qui nous sommes, même quand nous le disons dans nos langues. Beseba Gabonais. Nous sommes des Gabonais en Zébi. Pour nommer les ressortissants de nos villages, villes, départements, provinces, c'est encore le français qui est utilisé. Pour ceux qui, jusqu'alors, n'ont pas encore trouvé comment s'identifier, leur recherche s'oriente vers le français. Je suis de la province de Langounié et je ne sais comment dire en français. En un mot, je suis de Langounié. Je suis du département de la Boumoulouetsi et le terme qui semble s'imposer pour nous, c'est Boumilois. Je suis de Mbigou et je ne sais toujours pas comment m'identifier à ce niveau. Depuis quelques années, je vois circuler des termes pour nous appeler Bimontais, Bigoutin, Bigoutin. Et dans ce débat, il me vient encore une question. Pourquoi voulons-nous absolument être identifiés par des mots francisés? Chacun d'entre nous sait comment dire qui il est et d'où il vient dans sa langue. Pourquoi les habitants de Bigou ne seraient pas appelés par le monde entier Bichi Bingé, au pluriel Mouchimbingé, au singulier ainsi qu'ils le disent dans leur langue? Que je sache, personne ne nous oblige aujourd'hui à nous inventer des identités francisées. Aurions-nous encore peur du symbole ou serions-nous définitivement devenus des gromologues au point de nous inventer des identités avec des mots alambiqués? D'un côté, on cherche des mots francisés pour désigner les ressortissants des régions du Gabon. De l'autre, certains cherchent souvent comment on se dise constitution ou croissance économique en Zébi. J'ai déjà été confrontée à ce type de questions et chaque fois, je réponds que dans cette langue, il n'y a pas de mot pour désigner ces choses pour la simple raison qu'elles n'étaient pas connues des Nzébi. Je pense qu'une langue ne peut pas dire des choses qui n'existent pas dans l'environnement où elle se développe. Les linguistes le confirmeront peut-être. Les Nzébi n'avaient pas de constitution et ne faisaient pas d'analyse économique. C'est la République gabonaise qui a une constitution. C'est l'État gabonais qui a un système économique moderne. Toute langue s'enrichit de nouveaux mots. Pour exemple, en ouvrant un dictionnaire de la langue française, la date de parution de certains mots est renseignée et tous les ans, de nouveaux mots font leur entrée dans les dictionnaires après approbation de l'Académie française. Rien ne nous empêche donc de mener des réflexions afin de trouver comment désigner dans nos différentes langues ces réalités nouvelles. Nous avons tous entendu les expressions langue vivante et langue morte lors de nos cursus secondaires. Toute langue vit, s'améliore, s'enrichit, évolue et meurt si elle n'est pratiquée par personne. Voilà. J'étais dans le chapitre 3 du roman dont le titre est « Mais je suis » de Bigou, du Gabon, des Nzébi, des Humains, écrit par Tita Nzébi. Donc, j'ai acheté l'œuvre en format électronique. C'est un roman qui vient de paraître. En fait, c'est un roman autobiographique d'une artiste gabonaise. En fait, qui retrace en fait le chemin de sa vie en fait
de son petit village dans le sud du Gabon jusqu'à la scène qu'elle occupe aujourd'hui comme artiste. Voilà, le livre est paru en 2020, donc en décembre 2020. Il est disponible en format électronique sur Internet, en fait, auprès de l'éditeur de Book Edition. Voilà. Je cherchais quelques éléments. D'accord. Donc, nous étions à la découverte d'un extrait du livre de Titan Zebi dont le titre est « Mais », qui veut dire « Je suis ». Voilà. Il y a quelques éléments biographiques sur l'auteur, dont on dit que bon, son enfance se situe dans le sud du Gabon dans les années 80. Elle est arrivée en France au début des années 2000. Et quoi d'autre? Que puis-je dire d'autre? Elle a commencé sa carrière solo. Donc en 2006 et récemment en fait elle a sorti un album en 2019, donc un album dont le titre est From Kolkata. Voilà. Ces chansons imposent un style tradit moderne. Voilà. C'est à découvrir. Faut dire que je n'ai jamais pris le temps d'écouter en fait les albums de cet artiste en fait. Je suis en train de lire ce roman donc mais que j'espère terminer très vite. Voilà. Je vous en ai fait découvrir le chapitre 3 uniquement pour l'instant et je continue ma lecture. Vous pouvez retrouver, comme je le disais, le livre sur Internet. Voilà, une très belle couverture avec le raffia et puis la calebasse qui nous rappelle en fait quelques éléments de nos traditions bantou. Voilà, on se dit bye bye et à la prochaine. On continue de lire bien sûr.